Alors, il faut, en matière de droit à la propriété intellectuelle sportive, donner quelques précisions. La première précision, c'est que les organismes sportifs, que ce soit la FIFA, les fédérations internationales, les fédérations continentales, quand ils organisent leurs compétitions, font de ces compétitions-là des propriétés, donc sur lesquelles elles ont le droit de propriété. Et le droit de propriété, c'est le droit de jouir d'une chose de la manière la plus absolue, tant que ce n'est pas prohibé par les droits et règlements, c'est-à-dire d'avoir le droit d'user, le droit de l'usus, le fructus c'est l'abus, donc le droit d'user, de faire fructifier et d'abuser d'une chose. C'est ça le droit de propriété. Ce sont leurs compétitions, les associations sportives internationales, elles ont le droit de propriété sur leurs compétitions parce qu'elles ont créé ces compétitions et elles ont donc le droit d'user de ces compétitions, de faire fructifier ces compétitions et d'abuser de ces compétitions qui est le droit de propriété que nous connaissons tous en droit. Donc, à partir de ce droit de propriété, donc, elles font de leur compétition des objets marketing, comme nous avons déjà dit dans nos éditions précédentes, des objets marketing qui font que des droits, les différents droits qui sont accolés à ces compétitions-là, que ce soit les Jeux Olympiques, que ce soit les Jeux du Commonwealth, que ce soit les Jeux de la francophonie, que ce soit la Coupe du monde de football, que ce soit la Champions League, que ce soit la CAF, la Champions League, la CAF, toutes ces compétitions, ou la Ligue des Nations qui vient d'être créée, toutes ces compétitions sont des marques, sont des produits créés par des organes sportifs internationaux qui ont donc la propriété exclusive sur ces compétitions-là. Cette propriété donc se décline en droit de choisir le pays. Cette propriété intellectuelle, ce droit de propriété sur ces compétitions se décline en droit de choisir le pays, en droit de choisir les diffuseurs, de repartir les droits télévisuels, et en droit de pouvoir organiser, structurer la compétition, en droit de pouvoir faire le merchandising de la compétition, le marketing de la compétition. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les compétitions changent de nom au fur et à mesure. Les championnats changent de nom au fur et à mesure. Les Coupes d'Afrique des Nations changent de nom, de sponsors au fur et à mesure. Donc, ce sont des sponsors qui signent des contrats avec ces organisations-là pour une période donnée. Et quand ces contrats sont terminés, elles perdent l'exclusivité de ces contrats-là. Donc, les contrats, on est vraiment dans l'ordre contractuel. Et il y a les organisations sportives qui ont le droit de propriété et qui ont le droit de partager cela. Alors, il faut retenir aussi, ce qui est très important ici à comprendre, que ces compétitions-là font partie, si on peut appeler ça budget de fonctionnement dans l'économie du sport, mais font partie des ressources, de presque 60% des ressources de ces fédérations sportives internationales. La FIFA n'a que la Coupe du monde et la Ligue des Nations comme compétition exclusive sur lesquelles elle doit travailler pour avoir un budget, si on peut le dire comme ça en gros, pour couvrir ses activités pendant 4 années où elle n'a sensiblement presque pas grand-chose à faire. La CAN, c'est la même chose. L'UEFA, c'est la même chose. En dehors de la Ligue des Champions, il y a l'Euro. Donc, ce sont des compétitions qui viennent périodiquement. Et pendant ces périodes-là, l'organisation doit maximiser, doit fructifier comme un commerçant qui a un pic de vente de son produit. C'est une logique essentiellement mercantile. Oui. Parce qu'effectivement, c'est pendant cette période-là que l'organisation gagne le pic de son argent. Oui. Donc, c'est tout à fait normal et légitime. Alors, pour revenir sur le problème spécifique, j'étais donc en train de dire que les droits télévisuels sont des droits qui comptent pour 60-70% des financements ou du budget global des organisations. Alors, avec les droits télévisuels, il y a, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'organisation qui détient les droits exclusifs, la propriété des droits. Alors, c'est l'organisation qui décide de ce qu'elle va faire de la propriété des droits. Elle peut soit en donner l'exclusivité à une agence de presse ou à un organisme de communication qui va payer le montant, le montant que l'organisation demande. Alors, ça sera un montant global et après, ça sera donc à l'organisation qui a eu des droits exclusifs de discuter des droits voisins avec les autres
acheteurs potentiels. Ça peut être des États, ça peut être des autres acheteurs, disons-le de manière simple comme ça. Donc, c'est une possibilité. Ou alors, l'organisation peut estimer, au vu de l'ampleur de la compétition, qu'elle ne va pas donner l'exclusivité des droits à une seule agence, mais qu'elle va fractionner les droits TV pour donner les droits régionaux, pour le signal régional à certaines agences. Et l'objectif, c'est de fructifier, c'est de multiplier les rentrées de fonds par rapport aux droits télévisuels. Et vous savez, quand il y a un appel à manifestation d'intérêt, les enchères montent très rapidement. Très rapidement. C'est pour ça que les droits télévisuels, je pense même que c'est au-delà des 50-60% des rentrées de ces organisations sportives-là. Donc, ces droits télévisuels, c'est comme ça que cela se passe traditionnellement. Alors, il revient donc à l'État qui organise la compétition de se rassurer d'avoir les droits télévisuels, de s'aligner. Alors, si l'État... Le problème, c'est qu'il ne faut pas blâmer le Cameroun. Le problème, c'est que s'aligner sur l'exclusivité des droits revient très cher, il faut le dire. Ça revient très cher. Déjà, il y a un cahier de charges. Il faut pouvoir remplir le cahier de charges, donc être capable d'avoir un signal qui peut diffuser dans des normes techniques internationales pour que les autres agences qui veulent prendre des droits voisins chez vous puissent faire le relais et que vous ayez les capacités techniques de le faire. Il faut déjà avoir les capacités. Il faut remplir le cahier des charges. Et ce ne sont pas seulement des droits qui existent qu'il faut venir acheter auprès des organisations sportives. Il faut que l'agence ou que le pays ou que du moins l'acteur qui vient acheter les droits remplisse les capacités communicationnelles pour pouvoir retransmettre, partager les droits voisins, ainsi de suite. Donc voilà les deux possibilités. C'est la raison pour laquelle le Cameroun ne s'est pas peut-être empressé pour discuter de ce volet-là. Ce n'est pas que le Cameroun est ignorant, le Cameroun le savait très bien que c'est comme ça qu'il faut procéder. Maintenant, il y a aussi que la signature de l'accord cadre a été tardif. Donc, il ne servait à rien au pays, au Cameroun, d'aller signer un accord d'exclusivité de droit ou alors de droit voisin, alors que le pays n'était pas encore sûr d'habiter la compétition. Maintenant que l'accord cadre est signé, il n'y a plus de retour possible. Il faut maintenant, je pense que les structures compétentes sont sûrement au travail pour essayer de voir comment négocier les droits voisins ou négocier, s'allier avec des organisations de la communication pour pouvoir avoir le signal comme ils le font d'ailleurs d'habitude, parce que les États seuls très souvent ne peuvent pas avoir le droit. Ils s'alignent derrière l'Union des radios et télévisions nationales africaines ou alors certains autres groupes pour pouvoir être dans des bouquets pour qui leur permet de pouvoir retransmettre au niveau national. Il y a deux acteurs ici. Et dans les relations internationales, c'est exactement les intérêts. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre émission Sport et Relations internationales, nous sommes revenus dessus. Les organisations sportives sont désormais des acteurs des relations internationales. Donc, les organisations sportives cherchent aussi leur intérêt. Alors, l'État, en construisant les stades, en faisant tant de sacrifices, comme vous le dites, a pour intérêt d'être le point d'attraction du monde. Je pense que le Cameroun, depuis 1 an, 2 ans, a ce qu'il veut, 4 ans même. On parle du Cameroun dans le monde, on parle de cette Coupe d'Afrique, on parle des élections à la FECAFOOT dans des chaînes, on parle du Cameroun. Donc le Cameroun a l'exposition qu'il voudra, et c'est à l'État, nous l'avons déjà dit dans la géopolitique du sport, de faire en sorte que de transformer cette exposition en attractivité économique. Donc voilà ce qu'il y a à gagner pour les États. Donc l'exposition médiatique et transformer l'exposition médiatique et la possibilité d'organiser une compétition en attractivité économique. C'est ça le rôle de l'État. Il ne revient pas à l'organisation internationale d'offrir son dû. Non, il ne lui revient pas de cela. Les droits audiovisuels se disputent, ça constitue vraiment une manne très très importante pour lesquelles les organisations sportives internationales ne peuvent pas céder. Et même vous, si vous étiez président de la CAF, vous n'aurez pas fait différemment, même si vous êtes Camerounais. Vous n'aurez pas fait différemment, puisque vous devez payer des fonctionnaires, vous devez payer des gens qui travaillent à la CAF, vous devez payer des voyages, vous devez payer des séminaires, vous devez payer des programmes de développement du football. Vous n'allez pas les faire en faisant des dons.